Une mort héroïque sous les balles. C'est ainsi que la plupart des gens imaginent la mort pendant la Première Guerre mondiale. Pourtant, les balles n'ont tué que moins d'un tiers des soldats. Le reste a été tué par autre chose. Artillerie. L'artillerie a tué de 60 à 75% de tous les soldats sur le front occidental. Pas les baïonnettes, mais les obus. Quand le commandement planifiait une offensive, le calcul était simple. L'artillerie détruit les tranchées, l'infanterie occupe les positions. Le 1er juillet 1916, les Britanniques ont bombardé sans interruption pendant une semaine les positions allemandes sur la Somme. 1 500 000 obus en 7 jours. Les commandants étaient convaincus que les Allemands n'auraient personne pour résister. Mais environ un tiers des obus se sont révélés défectueux et n'ont pas explosé. Et parmi ceux qui explosaient bel et bien, la plupart étaient des obus à shrapnel, inutiles contre des fortifications en béton. Les Allemands ont attendu la fin du bombardement dans des bunkers profonds de 10 mètres. Quand l'artillerie britannique s'est tue, l'infanterie est montée à l'assaut. Les mitrailleurs allemands sont sortis de leurs abris et ont ouvert le feu. En une seule journée, le 1er juillet 1916, l'armée britannique a perdu 57 000 hommes, tués et blessés. C'est un record qui n'a toujours pas été battu. À Verdun, les Allemands tiraient 100 000 obus par heure le premier jour de l'offensive. En 10 mois de bataille, les deux camps ont utilisé de 40 à 60 millions d'obus. Beaucoup de soldats n'ont pas été tués par le souffle de l'explosion. Ils ont simplement été enterrés vivants sous des tranchées effondrées. Pieds de tranchée. Durant l'hiver 1914, la 48e division britannique a perdu 3 fois plus de soldats à cause du pied de tranchée qu'à cause des armes allemandes. Les tranchées du front occidental n'avaient pas de drainage correct. L'eau stagnait en permanence, parfois jusqu'à la taille. Les soldats ne retiraient pas leurs bottes pendant des semaines. Leurs pieds ne séchaient jamais. Sous l'effet prolongé du froid et de l'humidité, les vaisseaux sanguins se resserraient, la circulation s'arrêtait, les tissus commençaient à mourir. D'abord l'engourdissement, puis le gonflement, puis des cloques remplies d'un liquide qui sentait la gangrène. Rien que pendant l'hiver 1914-1915, l'armée britannique a enregistré 20 000 cas graves de pieds de tranchée. Pendant toute la guerre, 74 000 hommes ont été évacués du front occidental pour cette raison. Dans les cas les plus avancés, la seule solution était l'amputation, et des milliers d'hommes ont perdu leurs jambes. Le commandement a instauré une procédure obligatoire. Chaque soldat devait porter 3 paires de chaussettes sèches et les changer 3 fois par jour. Le problème, c'est que trouver des chaussettes sèches dans une tranchée inondée était pratiquement impossible. Grippe espagnole. Au printemps 1918, les 3/4 des troupes françaises sur le front occidental sont tombées malades en même temps, pas à cause des armes allemandes, mais à cause de la grippe. Le virus est apparu dans des camps militaires surpeuplés où des centaines de milliers de soldats vivaient les uns contre les autres. Les tranchées créaient des conditions idéales pour sa propagation, l'humidité, l'épuisement, l'absence totale de ventilation. La première vague, au début de l'année 1918, était relativement faible. À l'automne de la même année, le virus a muté et il est revenu. La seconde vague tuait différemment de la grippe habituelle. Elle frappait avant tout les jeunes gens en bonne santé, c'est-à-dire justement ceux qui se trouvaient dans les tranchées. Les poumons se remplissaient de liquide, la peau bleuissait par manque d'oxygène. La mort survenait en quelques jours. L'armée américaine a perdu environ 45 000 soldats à cause de la grippe. 53 000 sont morts de blessures au combat. La différence est de moins de 8 000 hommes pour toute la guerre. Les 2/3 de tous les décès militaires américains sont survenus durant les 3 derniers mois de l'année 1918. Ce n'était pas la bataille finale, c'était une épidémie. L'un des plus grands corps militaires du Massachusetts a perdu 757 hommes en un seul mois, tous à cause de la grippe, sans un seul obus allemand. Choc des obus. Sur la Somme, en 1916, 40% de toutes les pertes britanniques étaient des soldats qui n'avaient été ni tués ni blessés par des éclats. Ils avaient simplement été brisés par le souffle des explosions. Le choc des obus n'était pas compris à l'époque. Le soldat cessait de parler, ne pouvait plus marcher, tremblait, ne réagissait plus aux ordres. Il n'y avait aucune blessure visible.
L'armée britannique a officiellement enregistré 80 000 cas de ce type pendant toute la guerre. Des chercheurs indépendants estiment que le chiffre réel est plus proche de 200 000. Les traitements variaient. Certains recevaient du repos. D'autres étaient publiquement humiliés devant leur unité. L'électrochoc était largement utilisé. Les médecins appliquaient du courant électrique sur les membres paralysés pour forcer le soldat à reprendre son rang. Certains étaient traduits en cour martiale pour lâcheté et désertion. Sur 240 000 conseils de guerre, 346 se sont terminés par une exécution. Une partie de ces hommes souffraient, selon toute vraisemblance, des séquelles d'un traumatisme. En 2006, le gouvernement britannique a gracié à titre posthume tous les soldats exécutés. Gaz. L'attaque au gaz était ce que l'on craignait le plus. En réalité, c'est elle qui tuait le moins. Pendant toute la guerre, environ 91 000 hommes sont morts à cause des armes chimiques. Sur environ 9 500 000 pertes de combat au total, cela représente moins d'1%. À titre de comparaison, l'artillerie a tué de 8 à 10 fois plus. Le gaz le plus connu, le gaz moutarde, avait un taux de mortalité d'environ 2% parmi les personnes touchées. Il ne tuait presque jamais. En revanche, il mettait hors de combat de façon durable et fiable. Il brûlait la peau, aveuglait, détruisait les poumons. Un soldat ayant reçu une dose de gaz moutarde passait en moyenne 42 jours à l'hôpital. Après la troisième bataille d'Ypres, le gaz moutarde représentait 90% de toutes les pertes britanniques dues au gaz. Le principal tueur parmi les gaz était le phosgène, incolore et presque inodore. Les symptômes apparaissaient 1 à 2 jours après l'intoxication. Le soldat se sentait normal, restait à son poste, puis ses poumons se remplissaient de liquide. Le phosgène représente environ 85% de tous les décès dus au gaz pendant la guerre. Gangrène gazeuse. Un soldat survivait à l'attaque. Il atteignait le poste de secours. La blessure paraissait sans gravité. 2 jours plus tard, il était mort. Les champs des Flandres et du nord de la France étaient fertilisés au fumier depuis des siècles. Cette terre abritait des bactéries Clostridis qui n'ont pas besoin d'oxygène et vivent très bien en profondeur. Les obus d'artillerie retournaient le sol et les faisaient remonter à la surface. La moindre blessure par éclat ou par balle enfonçait cette terre profondément dans la plaie. Les bactéries agissaient rapidement. Elles produisaient du gaz directement à l'intérieur des tissus, d'où le nom de la maladie. Les muscles noircissaient, se décomposaient, dégageaient une odeur caractéristique. La seule façon d'arrêter la propagation était l'amputation. En 1914, la gangrène gazeuse se développait chez 12% de tous les soldats britanniques blessés. En 1918, les médecins avaient appris à traiter les plaies rapidement et le taux était tombé en dessous d'1%. Mais dans les premières années de la guerre, survivre au combat pour mourir à cause de la terre sous ses pieds était une issue courante. Famine. À l'été 1917, un soldat allemand sur le front recevait 1560 kilocalories par jour. Le Bureau impérial de la santé considérait que la norme minimale pour un homme adulte était de 3000 kilocalories. Le blocus naval britannique, dès les premiers mois de la guerre, a coupé l'Allemagne de ses importations alimentaires. Avant la guerre, le pays importait pour 500 millions de livres sterling de marchandises par an, et tout cela avait disparu. Le commandement allemand a fait le choix de privilégier le front. Les dernières réserves allaient aux soldats, la population civile recevait ce qui restait. L'hiver 1916-1917 est entré dans l'histoire sous le nom d'hiver du rutabaga. Le rutabaga, une nourriture pour le bétail, est devenu la base de l'alimentation de millions d'Allemands. Sur le front, l'épuisement détruisait la capacité de combat lentement et discrètement. Les soldats sous-alimentés depuis des mois étaient vulnérables aux infections, guérissaient plus lentement de leurs blessures, supportaient moins bien le froid. Quand la grippe espagnole est arrivée à l'automne 1918, les troupes allemandes épuisées en mouraient beaucoup plus vite que les Alliés, mieux nourris. Le ministère allemand de la Santé a estimé qu'en décembre 1918, 763 000 civils allemands étaient morts de la faim et des maladies qu'elle avait provoquées.
Les études académiques donnent un chiffre d'environ 424 000. Une arme qui tuait lentement, sans un seul coup de feu. Tir-ami. Le barrage roulant d'artillerie était le principal outil tactique du front occidental. L'idée était simple. L'artillerie frappe juste devant l'infanterie qui avance, neutralisant l'ennemi, puis déplace progressivement son tir plus loin à mesure que les soldats progressent. En pratique, cela exigeait une synchronisation absolue. Les communications entre 1914 et 1918 ne permettaient pas une telle synchronisation. L'infanterie avançait plus vite ou plus lentement que prévu. L'artillerie ne savait pas où se trouvaient exactement ses propres troupes à un instant donné. Le général français Alexandre Persin a calculé après la guerre que sur près de 5 millions de pertes françaises, environ 75 000 avaient été causées par l'artillerie française elle-même. Lors de la première attaque au gaz menée par les Britanniques à Loos en 1915, le vent a tourné et le chlore a recouvert les tranchées britanniques elles-mêmes. La boue de Passchendaele. La troisième bataille d'Ypres, en 1917, est entrée dans l'histoire sous un autre nom, Passchendaele. Ce mot est devenu synonyme de mort absurde. Le commandement britannique a lancé l'offensive en Flandre fin juillet. Les météorologues avaient prévenu que le mois d'août était, dans cette région, la saison des pluies. Le commandement a ignoré cet avertissement. Quand les pluies ont commencé, la préparation d'artillerie avait déjà détruit le système de drainage des champs. L'eau stagnait partout. Le sol s'était transformé en un marécage liquide de plusieurs mètres de profondeur. Des soldats se sont noyés, non pas dans des rivières, mais directement dans les champs. Des blessés tombés dans des trous d'obus remplis d'eau et de boue ne pouvaient pas en sortir. Certains ont disparu sous la surface encore vivants, sous les yeux de leurs camarades, impuissants à les aider. Les canons s'enfonçaient si profondément qu'il fallait des équipes spéciales pour les récupérer. En 3 mois et demi, les troupes britanniques n'ont avancé que d'environ 8 kilomètres. Les pertes du côté britannique et allié se sont élevées à environ 275 000 hommes tués, blessés ou disparus. Médecine. Survivre au combat et mourir des mains du chirurgien n'était pas, pendant la Première Guerre mondiale, une métaphore, mais une statistique. Les antibiotiques n'existaient pas encore. La transfusion sanguine commençait tout juste à être utilisée en conditions de combat. Les chirurgiens travaillaient dans des hôpitaux de campagne sous un flot continu de blessés, des centaines d'opérations par jour. Les instruments n'étaient pas toujours stérilisés entre 2 patients. Les blessures reçues sur les champs de Flandre contenaient presque toujours des bactéries provenant du sol, et l'infection continuait de se propager après l'opération. L'amputation était la solution universelle dès qu'un début de gangrène était suspecté. Cela sauvait des vies, mais estropiait des dizaines de milliers d'hommes qu'un diagnostic plus précis aurait pu épargner. Un soldat ayant survécu à l'assaut, au bombardement d'artillerie, au gaz et à la boue des tranchées, pouvait mourir d'une infection du sang 1 semaine après que le médecin l'ait jugé sauvé. À la fin de la guerre, l'armée britannique avait fait passer sa capacité hospitalière de 9 500 lits à 300 000 lits. La médecine progressait en pleine guerre, et ceux qui y étaient tombés dès 1914 ont payé cet apprentissage de leur vie. Si cette vidéo vous a intéressé, abonnez-vous à la chaîne, on y publie des vidéos similaires. Écrivez en commentaire de quelle guerre vous aimeriez qu'on parle la prochaine fois.